on vient juste de faire l'introduction une première fois, puis j'ai eu un message texte qui confirmait que mon nouveau scope, mon 636, venait d'être ramassé à la poste. Je suis pas là, fait qu'on est sur la route, fait que je le verrai pas, mais c'est ça, j'étais trop excité. Mais c'était une bonne nouvelle. Ça a comme scrappé un peu notre introduction. Fait que deuxième essai, Yannick et Phil pour le podcast sur la route de la précision. Salut tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, je pense, va peut-être être controversé. Peut-être pas, peut-être que le monde s'en fout, mais qui fait controverse quand même un peu dans le PRS parce que les avis sont assez partagés sur la division factory ou production. Ouais, il y a plusieurs noms, là, mais bref, la division de compétition des Gun Factory, fait que des guns qui sortent d'usines non modifiées. On peut dire d'emblée, toi, tu as fait Team Canada cette année dans la division production. Exact. Qui avait quand même 4 places. Avec un gun de MPA finalement 100% prod, mais dans les règles de l'IPRF, qui sont en évolution, faut le dire, et qui sont pas les mêmes règles que ce qu'on a du côté PRS. Oui, c'est vrai, il y a quelques différences là, à ce niveau-là. Là. Ouais. En fait, je pense que c'est surtout que le PRS ont mis des restrictions budgétaires. Fait que il y a un montant maximum pour ton gun, puis il y a un montant maximum pour l'optique. Mais t'as-tu le droit ou non de faire quelques changements dans le PRS? T'sais, admettons, rajouter des poids. PRS, c'est autorisé, si je me trompe pas. Oui, je crois que oui. Le poids de l'arme, c'est pas un problème à ce niveau-là. Ouais, rajouter des poids, rajouter des petits accessoires à gauche puis à droite. PRS, tu peux, et PRF, par contre, faut que le gun soit... Non, j'ai même... Ouais, puis même encore pour le mondial, si je peux prendre un petit cas de figure que j'ai vécu, tous ceux qui avaient des MPA, le Mag Blocker a fallu... Même s'il venait d'usine comme ça, il était pas autorisé au World. Il a fallu l'enlever. Ouais. Fait que c'était pas 100%. Là. Ouais, les mag blocks, t'avais pas le droit non plus d'avoir des bagues attachées à ton gun. Non. Il y avait une couple de... Ouais, il y avait une couple de contraintes, là. De contraintes comme ça, là, pour les Gun Factory. Mais pour le PRS, c'est ça. Pour le PRS, la limite est de 3000 US pour le gun. Puis pour le scope, c'est combien? C'est 2500 US. 2500 US MSRP. Fait que c'est pas nécessairement ce que tu vas payer pour. Ouais. Soit parce que, bon, tu sais, je dirais souvent, certaines compagnies ont des prix moins chers que leur MSRP ou, admettons, tu l'achètes usagé, tu sais, ça compte pas. C'est le prix affiché sur le site du fabricant qui fait foi de est-ce que tu as le droit de l'utiliser ou non. Puis on va y revenir plus tard, dans le fond, sur les différents setups. Ouais. Mais, tu sais, d'entrée de jeu, on peut déjà partir de la controverse. T'sais, est-ce que toi, t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec la division Factory? Ben moi, je suis d'accord. En même temps, c'est le fun, ça va faire un échange, là, mais le côté... t'es d'accord, mais ça a sa place pour toi dans le sport. Ben là, oui, je peux... Façon de parler, en ce moment, je tire même... On s'en va à un match demain. Puis je vais utiliser cette arme-là que j'ai acquis cette année pour aller au World. Fait que je vais closer ma saison avec ça. Fait que oui, je suis dedans. Je vais utiliser la MPA. Puis c'est un gun, oui, de factory. Mettons pour mettre le monde dans le monde, là, tu sais, quand tu parles de controverse, à quel niveau? C'est quoi qui, pour toi? Ben, tu sais, je pense que les gens qui sont pas d'accord avec la division, c'est surtout une position. Puis moi, tu sais, je suis pas d'accord avec la mentalité de la division production dans le PRS comme elle est actuellement, mais je suis d'accord avec les règlements de l'IPRF. OK. On va y revenir après. Ouais. Avec certains règlements de l'IPRF. On va y revenir après. Fait que tu sais, je suis pas d'accord avec la vision du PRS, de leur division Factory, parce que le but à la base, tu sais, quand moi je l'avais lu à mes plus débuts,
puis la 22, je pense qu'on le vit plus, c'est de dire, ben, c'est une division pour les gens qui débutent, qui veulent voir le sport, puis le faire, tu sais, Pour l'essayer l'introduction pour au le sport, fun. là. Exact. Fait que, tu sais, c'est des gars qui vont s'acheter, genre, une Ruger Precision, tu sais, très basique, rien de fancy, ou, tu sais, ils veulent y aller avec une Tika ou une Savage, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a un price tag limite pour dire, ben, ce sera des guns, entre guillemets, d'entrée de gamme. Fait que pour des gens qui s'introduisent dans leur sport, qui vont finir par faire le saut en open. Puis ce qu'on voit dans le PRS Factory, c'est des gars qui vont prendre des race guns out of the box. Puis tu sais, les MPA ont bien joué leur carte, sont arrivés avec un gun Factory qui passe en dessous du 3000 MSRP. Fait qu'ils arrivent à vendre un gun qui est, je veux dire, personne se le cache, là, c'est une full custom, qualité custom, en étant dans les règles du factory. Fait que finalement, il y a beaucoup de gros tireurs américains qui tirent la division factory, mais je veux dire, ils se placent dans l'open là, avec leur score. Ouais, ça on le voit là. Puis ça, je trouve que finalement, ils ont perdu un peu la raison d'être qui était une introduction au sport pour différents tireurs qui veulent pas nécessairement pousser plus. Les gars qui poussent plus puis qui roulent un gun factory, je sais pas. Je suis pas. Ouais, je comprends ton point de vue quand tu l'amènes sous l'aspect dans le cadre compétitif par rapport à toute la masse de tireurs, ces choses-là. Moi, le point, mettons, que j'étais le côté pour, c'est d'encourager les fabricants à faire des guns de plus haut niveau, que tu peux l'acheter tel quel sans avoir besoin d'un gunsmith. Comme mettons un exemple pour la MPA. Mais ça, je suis d'accord. C'est ça, il y a des aspects justement. C'est là que l'IPRF ont une vision différente, parce que l'IPRF, quand ils ont introduit leur division factory ou production, c'était de dire ce qu'on veut. Parce que l'IPRF, ce qu'il faut savoir, la plus grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de prix maximum. Il n'y a pas de limite. Ouais. Fait que, il y a plein de guns à 5-6 000 $ qui se retrouvent dans cette catégorie-là pour l'IPRF. Puis, la vision qui a été amenée, c'est de dire que cette division-là est pas tant pour les tireurs ou les race guns que de dire on veut que l'industrie fasse des guns que n'importe qui peut acheter, sortir puis être compétitif en PRS avec. Fait que c'est-à-dire qu'ils soient modulables, qu'ils soient bien adaptés, qu'ils soient assez fiables, puis etc. pour le marché. Et ça, peu importe le prix finalement qui vont arriver sur les tablettes. Puis c'est cette différence de mentalité-là entre les deux qui explique les différentes règles aussi. Puis je suis d'accord avec ce que la mentalité de l'IPRF de dire ben notre division production, c'est pas une division d'introduction. C'est un niveau mondial compétitif. C'est une division qui est faite pour encourager les manufacturiers à sortir les guns. Ça coche dans la boîte. Mais tu sais, c'est difficile à faire avec un price tag qui, mettons, à 3000 US. Exact. Puis c'est là qu'on voit, tu sais, je veux dire, dans le PRS, la MPA est au même niveau que n'importe quel Ruger Precision ou Savage que t'achètes avec une stock en bois ou genre en plastique super mou. Ils sont au même niveau de compétitivité. Alors que dans la réalité, je veux dire, là, la MPA, t'as une action qui est limite custom, qui a été chambrée. C'est un full race gun, une full custom, mais que tu peux acheter out of the box puis l'utiliser. Puis ça, c'est la mentalité que l'IPRF cherche à aller encourager. Mais il y a pas beaucoup de compagnies qui sont... Puis je veux dire, on le voit, il y a juste MPA qui ont été capables de le sortir en dessous de ce prix-là. Toutes les autres compagnies de guns, que ce soit AI, KDEX, Victrix. Ouais. Là, c'est les autres que je vois qui sortent des guns vraiment de niveau compétitif, qui ont des modèles pour le PRS. Ben, il y a personne qui est même proche d'arriver au prix de MPA là-dedans. Fait que ça fait du sens pour l'IPRF, ça fait pas de sens pour la compétitivité dans le PRS. C'est ça, parce qu'en même temps, clairement, quelque chose que MPA doit avoir fait,
c'est de développer leur arme de production en fonction des roues, des règlements de PRS Series. Tu sais, pour arriver justement, pour vendre ce produit-là. Quand, mettons, t'as Victrix ou AI, ils développent de quoi? Ils développent pour donner un produit, mais pas en fonction d'un prix total. Ils développent le produit pour qu'il soit bien bon, puis tout, fiable, puis que ça fasse la job. Mais là, tu te ramasses avec une plage de 4, 5, 6 000, tu sais. Ouais, ben c'est pour ça que je disais que MPA, tu sais, ils ont bien joué leur carte pour réussir à sortir un gun dans le prix target, qui est la limite du PRS. Fait que, je veux dire, ils sont tout seuls à ce niveau-là sur le marché. Il n'y a rien d'autre. Non. Si quelqu'un veut tirer du PRS, production. Puis en même temps, je pense que c'est bon pour les tireurs parce que un nouveau tireur qui commence, qui veut pas nécessairement payer 5-6 000 pour une custom ou même une arme de production, mais plus haut de gamme, a cette option-là, qui est un gun extraordinaire, qui a un délai, je pense, c'est quoi, 2 ou 3 mois d'attente à peu près. Ça, c'est un gros point. Je veux dire, rassembler les pièces pour une custom, c'est plus long que ça, puis plus cher que ça. Fait que, ça vient répondre à ce besoin du marché-là aussi, puis ça répond à la vision de l'IPRF. Fait que, c'est un peu là que moi je me situe. J'ai un problème avec la manière que le PRS veut introduire les règles de production, mais je suis à l'aise avec l'organisation internationale, ce qu'eux ils essayent de faire, qui est plus encourager le marché libre, entre guillemets. Pas de restrictions, t'sais. Fait que je veux dire, si un producteur est capable de faire la même chose pour moins cher, ben il va le faire. S'il est pas capable, ben ça l'empêche pas de le faire, c'est juste qu'il y aura son prix à lui, tu sais. Ouais. Puis ça le primera pas au niveau international. C'est toute question pareille de. Ouais. Puis après ça, les télescopes aussi. Les télescopes, tu sais, c'est un peu la même chose. Ben, dans le PRS, je veux dire, la limite de 2500 vient quand même castrer pas mal d'options, là. Oui. Il y a plusieurs fabricants qui vont en produire, mais un bel exemple, on parlait d'ajustement de prix en fonction d'un marché. Je pense que c'est Léopold avec le Mark, c'est le Mark 5. Le MSRP, il est pile poil sur la limite high de ce que tu as le droit d'utiliser. Ouais, je pense que c'est le scope qui est probablement la meilleure option, ou en tout cas définitivement la plus utilisée dans cette braquette-là. Parce que justement, c'est probablement le meilleur scope accessible en dessous de 2500. Parce que 2500 US, tu peux pas aller dans le top tier. Il faut que tu restes dans braquette médium à moins bon. Puis il y a beaucoup... Le MSRP vient quand même amputer des options. Puis je pense à Vortex. Leur MSRP est le double du street price. Fait que le marché est à... J'ai pas de chiffre en tête exactement, mais admettons, leur scope se vend en dessous du 2500 en magasin, mais le MSRP est à 3000, 3500. Fait il se qualifie pas, même s'il y a personne qui le vend au MSRP. Même si tout le monde sait que tu le payeras pas ce prix-là, mais le prix qui est affiché en MSRP, ben c'est celui-là qui fait en sorte qu'il fait que je veux dire, des Vortex, Razer, exact. Tu peux pas les rouler dans cette catégorie-là. Je pense que j'avais fait l'exercice il y a pas longtemps de regarder quel Vortex, là, ils sont très très connus. Le Gen 2, il marche pas, je pense qu'il faut que tu ailles dans le Gen 1. La première génération. Je suis même pas sûr que tu peux encore en acheter. Là. Ce qui est du MSRP pour rentrer dans la classe. Puis encore là, ben ça devient ridicule parce que je pense que pour réussir à en acheter un, c'est encore plus cher qu'un Gen. En tout cas, c'est ça. Oui, mais c'est ça, je pense. C'est pas long que tu les élimines de l'équation. En gros, c'est ça le but. Mais c'est pour ça qu'on n'en voit pas en prod. On voit aucun Razer en prod PRS. Fait que le monde va descendre dans une autre catégorie. C'est trop limité. Exact. Fait que t'as d'autres options. Mais dans les PRF, tu vois, tu roules l'optique que tu veux. Fait que ça, c'était... Ça, j'ai adoré ça. Ouais, ben parce que, tu sais, personnellement, je roule avec un Night Force, puis j'ai pu mettre la bête pour travailler comme je voulais. Parce que, tu sais, avoir une arme que t'as pas nécessairement toutes choisi les facettes, en faisant le choix d'un Gun Factory, t'acceptes ça. Ouais. Mais les quand règles, il vient c'est ça, les règles de l'IPRF pour le World, faut quand même le mentionner. On a dit t'as pas le droit d'avoir le mag block en avant, mais t'as pas le droit d'avoir des bagues attachées, t'as pas le droit d'avoir de poids attaché. En fait, t'as pas le droit d'avoir rien qui modifie l'ergonomique de ton arme. Tu peux même pas avoir des Baker Wins, n'importe quoi pour Tom Ress qui vienait pas avec l'arme.
ça va jusqu'à la monture. Certains accessoires sont même refusés. Fait que s'il y a trop de flafla, ils refusent ça. Ouais, fait que ben, c'est ça. Ils ont limité les options qu'il y avait. Fait que je veux dire, ça reste des sacrifices si tu veux rouler. C'est des règles qui vont évoluer. Tu sais, je veux dire, je fais partie du board. Fait que je veux dire, on va voter dans pas très longtemps certaines adaptations aux règles de Factory pour les rendre plus permissives sur certaines choses, puis on verra qu'est-ce qui changera, là, mais ça reste une évolution, mais je veux dire, l'idéologie en arrière va rester la même, là. T'allais dire quoi, toi? Ah, moi, je m'enlignais sur un peu autre chose, là. Au niveau du côté, tu sais, on parle d'utilisation des Gun Factory, mais mettons comme dans série américaine, la PRS Series. Mais tu sais, j'ai beau faire la parenthèse avec ça, c'est que j'ai beau utiliser un exemple comme en fin de semaine ou au match pro cet été, cette arme-là, mais je m'inscris tout le temps dans la division Open. À cause de ton télescope? Ben, premièrement, oui. À cause de mon télescope, je suis exclu. Il vaut trop cher pour la catégorie. Mais de l'autre côté, je me vois pas, un exemple, m'acheter un scoop pour aller tirer dans une catégorie que oui, il y a du monde, il y a moins de monde, peut-être qu'il y a moins, tu sais, pour aller en gros chercher un genre de trophée ou quelque chose comme ça, non. Ouais. Aussi simple que ça. Mais de l'autre bord, ça donne une idée à quel point que le setup va bien. C'est que je l'utilise en open parce que, tu sais, je performe avec ça, puis il y a d'autres gars, tu sais, comme toi, tu as une custom, tous les autres gars, ils ont quasiment une custom. Fait que je tire bien mon épingle du jeu avec un arme. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui veut commencer ou quoi... Parce que des armes de prod, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Puis dans le série pro, je pense qu'il y en a pas mal. Oui, il y en a, oui. Puis c'est les gars qui tirent des guns de production dans la série pro, je veux dire, c'est des monstres, là. Ça tire beaucoup. Les mêmes scores que des gars en open. En général, c'est comme une stratégie pour faire des points. Ouais, d'une autre manière. Ouais, c'est ça. C'est une autre manière de voir la game. Puis c'est ils propre peuvent à faire eux, ce là. qu'ils veulent, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est libre à tout le monde. Mais tu sais, quand tu regardes, mettons, la région Northeast, ben, il n'y en a pas de gamers en production. Okay. Dans le sens où il n'y a pas de hyper gros tireurs qui se downgrade en prod pour un trophée. Ça, je trouve ça nice. Tu sais, les rares gars qui roulent des guns de prod, je veux dire, c'est des Savage dans 10 TR avec des cross-molles. C'est plus évident, là. Oui, c'est des gars qui tirent de l'introduction. Puis ça, je trouve ça correct. Dans notre région, je pense que cette division-là est respectée jusqu'à ce que l'année prochaine, j'aille ma propre MPA prod, puis là, je débarque avec un gun prod, puis j'écœure tout le monde. Mais non, c'est pas dans mes plans de... j'ai hâte de voir quelle optique tu vas mettre là-dessus, moi. Ouais, ça va être ça mon problème. Ça va être ça mon problème. On va dire au Red Dot. On va mettre un Red Dot ou un scope de chasse. Un scope de chasse. Ouais, mais ça, moi, ça serait ça. Admettons, moi, mon problème d'aller en prod. PRF, j'aurais pas tant de problème, mais aller en prod, PRS, je suis rendu tellement habitué à rouler un Schmidt. Ouais, c'est ça. Que, je veux dire, Schmidt dépasse un peu le MSRP. Non, mais c'est ça. Peut-être que 1 à 8 le ferait, là, mais... Ouais, mais écoute, c'est un point que tu touches, là. Moi, dans mes priorités, c'est... Tu sais, un match, à la limite, l'image que je peux donner, c'est... Donne-moi, à la limite, une béquille pour tirer. Mais quand je tire, je veux voir clair. Puis, tu sais, une fois que tu as goûté à des bons optiques puis tout, tu peux avoir plus de recul, une balistique moins bonne, une dope qui marche moins bien, des loads qui sont plus variables. Mais enlève-moi pas ma clarté visuelle. J'en ai besoin. Ben, tu sais, c'est mon match se passe avec mes yeux. Quand t'es habitué, c'est difficile de revenir en arrière en termes de qualité d'optique. Puis ça, je le vois à force d'habitude, mais la première fois que tu vas tirer un match, admettons, là, moi, c'est des Schmidt, fait que la première fois que j'ai tiré un match avec un Schmidt, j'étais comme, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, puis tu restes avec ça. Puis là, t'en tires un deuxième, t'en tires un troisième. Tu sais, c'est rendu ta norme. Puis, je pense, admettons, là, je vais comparer ça avec, je me souviens plus c'est quoi que j'avais comme scope avant, mais c'était un Athlon, je pense. OK. Moyen bas de gamme. Ah non, j'avais un Carls tout de suite avant.
Ah oui, t'avais eu Puis c'est ça. Fait que tu sais, j'étais comme, ah ben, ouais, je pense que c'est une petite upgrade. Tu sais, c'était surtout pour le réticule que j'avais upgradé. Puis j'avais l'impression que, tu sais, la clarté, j'étais peut-être un peu gagnant au change, mais sans grosse différence. Puis, tu sais, j'ai peut-être roulé une année avec un Schmidt avant de remettre ma face en arrière d'un autre scope qui était un autre Carls comme mon ancien. Puis c'est quand je me suis remis la face en arrière que j'étais comme, oh mon Dieu, t'arrives à voir avec ça. Puis depuis, ça a été ça. Tu sais, puis là, je l'exagère un peu. Je veux dire, je suis capable de tirer avec un scope qui a pas la même clarté puis qui a pas le même réticule, mais je peux te dire la différence. Tu sais, je suis capable de dire, ah, elle est pas aussi claire, ah, il y a pas autant tu sais, l'effet de contraste ou l'effet de profondeur. C'est bizarre à dire, mais ça se voit à travers une bonne lentille versus des lentilles qui sont de moins bonne qualité. Le réticule, moi, c'est un méga problème que j'ai. Là. Je suis vraiment pas fait pour la grosse majorité des réticules. Fait que j'ai quelques contraintes là-dessus. Puis, tu sais, au World, il a fallu que je tire avec le gun de spare de la team, qui était un Leopold Mark V, avec leur réticule populaire, le PR2? PR2, ouais. Fait que, bah, tu sais, je veux dire, j'ai pas le choix. Puis, c'est une chance que y avait ce gun-là avec ce scope-là pour me dépanner. Puis j'étais comme, ben écoute, j'ai pas le choix, fait que ça va être ça, mais j'ai hâte de voir quand je vais commencer à tirer, qu'est-ce que ça va dire, tu sais. Puis au premier stage, ça... Tu sais, je me cherchais un peu dans le réticule, ça c'était clair, mais le high box était tellement petit à comparer à mon Schmidt. Je veux dire, c'était difficile à contrôler puis à gérer l'effet de profondeur. Ben, tu sais, beaucoup de changements. Puis pourtant, je veux dire, le Leopold, c'est vraiment pas un mauvais scope, là. C'est vraiment pas ça que je dis. Mais t'étais habitué avec bon l'autre scope, aussi, là. mais exact. Tu sais, c'est pas un, je veux dire, top tier. C'est un middle high. Non, middle. Un middle tier. Tu sais, mais probablement que dans les options de prod, à 2500 MSRP, c'est probablement la meilleure des options. Ouais, puis c'est une très bonne option. Oui, mais tu sais, c'est un peu ça quand on parlait de à quel point ça peut être handicapant de rouler en prod quand tu es habitué à rouler en open. C'est ça, ça fait partie de leurs règles. Oui, puis tu choisis pas non plus. Tu choisis pas ton action, tu choisiras pas ton profil de canon. Tu vas prendre ce qui est produit par ton usine, entre guillemets. Là. Fait que même ton twist de canon, il y a plein de choses, le trigger aussi. Tu choisiras pas toutes ces options-là. Ça va venir, puis ça va venir dans la boîte. C'est là que, justement, il y a une sorte de... Tu sais, tu fais les plus, les moins, tu fais des compromis à certains niveaux, puis c'est là où c'est que tu vas le plus à l'aise. Il y en a qui vont se dire, ah, celle-là, ce modèle-là de prod, il sera pas aussi modulable, mettons, tu sais. Ouais. Un exemple, un arme, on n'a pas parlé, tu sais, t'as MDT, je pense, qui font des Savage avec des châssis MDT. Ouais. Là, tu sais, tu peux vraiment l'accessoiriser, comme, mettons, la MPA ou quoi. Mais de l'autre côté, t'en as d'autres. Savage. C'est ça, exact. L'action, c'est une Savage. C'est un exemple de compromis. La MDT, c'est super. Je pense que c'est la première qui est dessus. Je pense pas qu'ils ont mis la oui, je pense élite, que ouais, je pense l'ACC, l'ACC. En tout cas, peu importe, c'est une MDT ACC, fait que c'est un châssis pour le PRS. Mais est-ce que tu acceptes de gérer les problèmes d'une action Savage? Ben, je pense que la plupart des tireurs ont dit non parce qu'on n'en voit pratiquement jamais. Vraiment peu. Les seuls que j'ai vus, honnêtement, depuis qu'ils sont sortis, ça a été des loners. Fait que ça a été comme pour dépanner les gens ou les gens qui voulaient commencer dans le PRS. C'est les seuls que j'ai vus. Fait que t'as tout le temps, c'est ça. T'as pas le choix. Si tu vas en prod, tu vas prendre ce qu'il y a, sa tablette. T'as des choix de gun, mais tu peux pas customiser les options que t'as. T'sais. Fait que t'es un peu limité. C'est ça, En open, tu fais absolument ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais ça revient tout le temps, il y a un prix à ça. Ben oui, il y a un prix. Fait que, normalement, puis quasiment sûrement, là, c'est tout le temps juste plus dispendieux. C'est normal. Plus que tu peux choisir exactement chacun des aspects de l'arme que tu te montes, ben tu vas payer pour. Ouais. Mais ça dépend. Plus dispendieux. Ben, je parle à comparer d'un arme de production. Mais ça dépend parce que tu as des armes de production. Admettons, là, on va avec des règles IPRF. Tu as des armes de production haut de gamme
qui sont le même prix que de monter une custom. Ah, oui. C'est sûr que si tu mets un MSRP, tu sais, un PRS à 3000 US, ouais, il y a... Je veux dire, tu peux le monter une custom en dessous de ça, mais honnêtement, tu vas prendre toutes les... Tu sais, je veux dire, tu vas prendre les matériels les plus bas de gamme disponibles pour monter ta custom, puis ça va quand même être une bonne arme, mais je veux dire, tant qu'à ça, achète-toi la MPA Straight, ça va être 1000 fois mieux que... Puis tu sais, la MPA, tu fais juste regarder ses morceaux, t'essaies de la construire toi-même, même avec genre un canon préfit, puis ça va te revenir plus cher. ça va te revenir quasiment au double. Admettons, là, le châssis, Exact. c'est un Pro Gen 2, il va pour quoi? 2000... Ben là, on parle en canadien. Ouais, Fait ça que, fait un bout, là, mais oui. Mettons 2200 canadiens, facilement. Le coût va devenir... Fait que, tu sais, ça, c'est le châssis. Après ça, l'action, la Arc, est à quoi? 1006? 1004 peut-être? Si t'arrives à avoir un bon prix. On va dire 1005, autour de 1005. Hey, c'est le resto qu'on a été la dernière fois, hein? Ouais, c'est hors sujet, ouais. je pense. Ah, c'est pas grave. Mais c'était bon. Fait que 1005, mettons l'action, un canon, ben, je veux dire, tu vas aller... Mettons, tu prends un préfit pour sauver tes frais d'armurier. Le canon, tu vas le payer 700. Plus un trigger à, mettons, 300. Je veux dire, juste additionner ça, là, on parle pas encore des genre, faire venir le truc, l'assembler toi-même. Puis probablement qu'il y a une couple de morceaux qui manquent là, dans l'intérieur de mon calcul, mais je veux dire, t'as busté le prix que MPA le vendent assemblé, chambré, custom, plus je veux dire, t'as le service après-vente, t'as la garantie de si jamais t'as un problème, ils vont s'en occuper. Là. Exact. Tu peux pas battre ça. Là. C'est pour ça qu'on dit c'est une custom avec un prix de prod. Puis si je dis MPA, ils ont bien joué leur carte pour arriver là. T'sais. Fait que ben écoute, c'est ça. J'ai pas grand chose à rajouter sur cette partie-là, côté optique. T'sais. Y avait-tu d'autres choses qu'on voulait aborder sur Gun de prod? Ben, Gun de prod, là, on fait pas mal les comparatifs avec les PRF, le PRS, qu'est-ce que ça impliquait, optique gun. Ensuite de ça, j'ai un petit blanc là. Bon. Les calibres ou quoi que ce soit, c'est très généraux, là. À cette heure, ouais, idem, je pense que t'as pas mal de choix. C'est plus unique comme au début, là. Je veux dire, il y a un peu de tout pour tous. C'est vrai que fut une époque qu'on remonte pas tant que ça, là. Mettons, il y a 2 ans, quand tu regardais, genre, prod, c'était comme 605 Creed, puis 308, 223, il y avait pas beaucoup d'options. Maintenant, ben, ça dépend des marques tout le temps, mais il y a quand même un peu plus d'options. 6 Dasher, du 6BA. Ouais, c'est rendu populaire dans ce qu'on voit. Ils ont compris justement que il fallait pas se limiter à 2-3 calibres, là, sinon ça touchait pas assez de monde dans le marché. Si on veut. Effectivement. Puis il y a les mêmes règles un peu aussi pour le gun de production 22. Puis tu sais, je pense qu'on a fait un petit wrap-up autour du sujet. Écoute, ça aurait été un podcast concis et court. Ouais, une fois de temps en temps, un peu plus court, pourquoi pas. Ben oui, pourquoi pas. Alright, fait que écoute là-dessus, si vous avez des questions, des commentaires, des idées sur gun production ou même sur des prochains sujets, n'hésitez pas. Ouais. Si, tu sais, j'en ai parlé, j'ai une MPA, s'il y en a qui sont intéressés à quoi que ce soit à propos de ça, ça va me faire plaisir parce que, personnellement, au Québec, si je peux parler pour le Québec, j'en connais pas beaucoup qui ont la même arme que moi. Puis moi, pour avoir essayé une couple de fois, là, j'ai commandé la mienne. Exact, en plus. Fait que, mais que ça soit juste pour jaser, poser des questions, soyez pas gênés, allez-y. Ben oui. Comme vous pouvez, on est facile à rejoindre. Ben oui. Puis on peut, tu sais, je veux dire, on peut en parler un peu de ça. Tu sais, nous, ben, tu sais, parce que cette année, en fait, on avait équipé Team Canada pour les guns de production avec les MPA, fait qu'on les avait fait rentrer en batch. Fait que on les avait commandés puis achetés aux États-Unis directement chez MPA, puis on les a fait importer chez Insight Arms au Canada, qui est un importateur, puis qui ils vendent du MPA aussi. Pour le monde, il faut qu'ils comprennent aussi que tu peux pas juste acheter une arme comme ça, puis elle va arriver chez vous. Tu peux pas l'acheter tu peux pas l'acheter aux États-Unis. Fait que tu sais, nous, quand on l'a acheté, entre guillemets, aux États-Unis, on a tout
fait via un broker. Fait que c'est Insight qui a pris en charge l'ensemble de la facture, puis qu'après ça, il nous l'a divisé, il nous l'a refilé, tu sais. Parce qu'on peut pas, comme citoyen canadien, acheter un gun américain, tu sais. À moins, comme dans cette situation-là, je disais, c'était destiné à l'exportation pour eux. Fait qu'à ce moment-là, ils pouvaient le vendre. Mais tu sais, on l'a payé à MPA, puis on l'a fait rentrer par Insight. Mais je sais qu'il y a quelques compagnies au Canada qui ont le Gun Factory au complet. Je sais pas honnêtement lequel des deux revient moins cher. J'ose croire que d'acheter le gun complet déjà au Canada va revenir moins cher que de l'acheter aux États-Unis puis de le faire importer. Mais bon, nous, c'était un package deal pour tout Team Canada. Fait qu'on avait eu tous les contacts, puis etc. Fait que ça revenait mieux comme ça. Mais ouais, c'est ça. Écoute, ceux qui auront de l'intérêt ou autre. Ouais. Parce qu'il faut mentionner là-dedans, dans le fond, MPA aussi, il y avait à leur façon de supporter Équipe Canada. C'était un gros sponsor pour le World aussi. Là. Ben, c'était très impliqués. Eux qui ont sponsorisé le match au complet. C'est pas rien. Puis ils ont quand même ils ont sponsorisé le Team Factory du Canada pour ça, avec un petit rabais. Un petit rabais. Ouais. Fait... Mais ça va être intéressant quand on va faire, mettons, le podcast pour le World. On va avoir plein d'affaires à vous parler à propos de ça. Là. Ouais. Parce qu'on n'a pas, faut dire qu'on n'a pas encore enregistré le podcast pour le World. On est revenu du World. On fait juste un petit match training. Mais on va enregistrer nos podcasts pour le World. Pour nous, c'est la semaine prochaine. Pour vous, je sais vraiment pas. On va voir dans quel ordre ça sort. Parce qu'à date, on n'a rien sorti dans l'ordre. Fait que c'est... On va pas commencer maintenant. Là. Ah non, ça va être tellement incohérent. Bref, allez, sur ce, oui. on close ça. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Comme d'habitude, si vous avez des idées de sujets, envoyez-les soit sur le groupe sur Aéro de la Précision, soit dans les commentaires sur YouTube ou sur Spotify. Puis là, on essaie de se mettre sur Podbean aussi. Là, ça devrait peut-être marcher. Fait que sur ce, on espère vous voir bientôt sur un range.